Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan. Aujourd'hui je vous parle de la semaine 42 qui va du 16 au 22 octobre. Tout d'abord je voulais vous dire que merci pour les différentes interactions qu'on a eues sur les réseaux sociaux. Donc j'ai pu discuter un petit peu des méthodologies et autres astuces autour d'Obsidian, notamment de la synchro et autres. Donc c'était plutôt sympa, ça m'a fait penser à un truc. Je voulais avoir votre avis là-dessus, c'est est-ce que ça vous intéresserait des vidéos sur Obsidian, sur ma façon de prendre des notes, ce que je fais en termes de configuration, de template, etc. Pas pour vous donner un tuto à suivre à tous les coups, mais pour vous partager un petit peu mes pratiques d'Obsidian, ce que j'arrive à faire, les différents modules que j'ai trouvés, et ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à me le dire, soit dans les commentaires, soit sur Mastodon ou les autres réseaux sociaux. Donc j'ai lancé un Instagram, et n'hésitez pas à aller regarder. Passons tout de suite à ce que j'ai vu cette semaine. Cette semaine, j'ai regardé en série Le cabinet des curiosités de Guillermo del Toro. Alors j'ai vu l'épisode Lovecraftien sur la maison de la sorcière. J'ai trouvé ça pas mal, mais que je suis quand même un peu déçu. Je comprends pas pourquoi il fallait rendre aussi fantastique en fait la sorcière, donc Kezia Jones. Kezia Manson d'ailleurs dans le film. Bon, bref, ils ont changé les noms. Pourquoi il fallait absolument que cette créature, cette sorcière soit rendue inhumaine, vraiment monstrueuse, et pourquoi la montrer aussi, puisque quand même une des forces de l'horreur Lovecraftienne, c'est de pas montrer les monstres, c'est justement les monstres n'apparaissent qu'à la toute fin, et c'est là où, contrairement à l'horreur moderne où on a des pics et des redescentes dans l'horreur Lovecraftienne, on monte petit à petit jusqu'à arriver à une espèce de summum, une espèce de maximum de l'horreur où le monstre apparaît et où ça se termine généralement soit mal pour les protagonistes, soit en fuite. Voilà, c'était des choses que je me posais là-dessus, et la question c'est pourquoi l'histoire a été autant twistée, parce que pour moi il y a quand même beaucoup de choses qui marchent pas très bien dans le scénario qui est proposé, donc vraiment un peu déçu, et puis ça m'a un peu refroidi sur la continuité en fait de regarder la série du cabinet des curiosités. C'est une série que je regarde de temps en temps, donc j'étais déjà arrivé jusqu'à cet épisode-là, mais après, comme il y a pas mal de choses qui me bloquent un peu sur les épisodes, j'ai un peu du mal à me dire que je vais regarder la suite au final. Sinon, ce que j'ai regardé, c'est une vidéo qui est pourquoi tu es tout le temps fatigué. Donc c'est une vidéo très intéressante et très bien sourcée avec pas mal d'études et autres qui vous permet de prendre des conseils pratiques à appliquer dans la vie de tous les jours pour éviter justement les problèmes de fatigue. Donc là-dedans, on va retrouver des conseils autour du sommeil, autour de l'alimentation et autour de la gestion mentale. Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Il y a des trucs qui sont assez facilement applicables. Voilà, en tout cas, je vais essayer de m'y astreindre et voir ce que ça donne. Alors j'ai regardé ça depuis une semaine. Est-ce que je me sens mieux ou pas? Bon, une semaine c'est peut-être un petit peu court, donc je vous dirai ça plus tard. J'ai vu aussi une vidéo sur le plugin Dayplaner pour Obsidian, un plugin qui peut être intéressant puisqu'il donne en fait une planification horaire par horaire du jour. Ça se présente plutôt pas mal dans l'application. Malheureusement, la vidéo est un peu datée, le plugin ne marche plus comme ça, Obsidian ne marche plus comme ça, tout ça a beaucoup évolué depuis la vidéo. Pas vraiment une vidéo que je retiendrai. Et autre chose, une vidéo qui s'appelle Boost ton expérience Obsidian avec ses 6 plugins indispensables. Alors je suis toujours un peu étonné qu'on mette des plugins indispensables sur un logiciel comme Obsidian. Faut bien voir qu'Obsidian c'est un logiciel de prise de notes, qu'on va prendre des notes dans un cadre par exemple d'études. Il y a beaucoup de gens qui font leur doctorat qui prennent des notes, et notamment des doctorats en mathématiques, etc. Donc ils vont avoir des besoins bien particuliers et qui vont là avoir besoin d'un plugin indispensable pour faire du LaTeX et pour pouvoir mettre des formules mathématiques par exemple. Donc dire de base des 6 plugins indispensables, oui et non. En fait, il y a des chances qu'il y ait des plugins qui soient beaucoup utilisés par beaucoup de personnes, mais tout va dépendre quand même de la pratique et de ce que vous comptez faire d'Obsidian. Donc, en tout cas, par rapport à cette vidéo, c'était quand même assez sympa, puisqu'il y avait quelques plugins que je ne connaissais pas, et rien que pour ça, ça vaut le coup à suivre. Cette semaine, ce que j'ai lu, alors plusieurs articles. J'ai lu un article qui s'appelle Comment s'organiser avec la méthode PARA. Donc la méthode PARA, c'est Project, Area, Resources and Archive. Donc projet, zone ou espace, les ressources et les archives. Donc là c'est un bon article qui reprend un petit peu les bases de la méthode PARA. Donc la méthode PARA c'est quand même une méthode qui a été on va dire plébiscitée et créée par Tiago Forte, la personne qui a écrit un livre qui s'appelle Comment construire son second cerveau. Donc c'est un peu lui qui a relancé aussi à partir du bouquin ensuite Smart Note, mais qui a relancé un petit peu les méthodologies de Zettelkasten, de prise de notes et de construction d'un système de gestion de
son savoir personnel. Il propose une méthodologie qui s'applique beaucoup dans le cadre du travail, ou alors de considérer qu'il y a beaucoup de choses qui sont en fait des projets. Et cet article-là détaille un petit peu la façon de faire. Quand vous connaissez déjà un petit peu la méthodologie, ça permet de se donner une bonne base de remémoration. Et si vous ne la connaissez pas, ça permet de donner une bonne première vue de ce qu'est la méthode PARA, donc pour organiser ses notes et organiser ses différents dossiers suivant une méthodologie. J'ai lu aussi un article sur AutoSync Outlook Calendar with Google Calendar parce que j'avais commencé à mettre des plugins de gestion de tâches dans Obsidian et en fait c'était un bordel monstre puisque je me retrouvais avec mon calendrier professionnel qui est sur du Outlook, mon calendrier personnel qui est sur du Google, ma gestion des tasks qui était en plus sur Obsidian. Il fallait que je ressaisisse tout 3 fois, donc il y a un moment j'ai fait stop. Je vais continuer à utiliser ce que j'utilise en perso, donc c'est-à-dire mon Google Calendar parce que c'est partagé avec la famille, les amis, etc. J'ai trouvé un petit article qui permet de dire comment synchroniser dans les deux sens les calendriers Outlook et Google. On va laisser tomber la gestion de tâches dans Obsidian, on va juste faire du time blocking dans Google Calendar et s'assurer que ça soit bien synchronisé entre l'agenda pro et l'agenda perso. Donc voilà pourquoi j'ai cherché un article qui pouvait me donner ça et l'article que j'ai trouvé m'a permis de mettre ça en place. Donc si vous avez le même genre de problématique de synchronisation entre Outlook et Google Calendar, je vous invite à lire cet article. Et j'ai lu aussi un petit article sur qu'est-ce que la méthode Inbox Zero pour gérer ses emails. Donc là, j'ai enfin pris le temps de retrouver un article pour cette fameuse méthode Inbox Zero dont j'entends parler. Au final, on retrouve vraiment le workflow qui est décrit dans le livre Getting Things Done. En fait, on retrouve vraiment les mêmes étapes, les mêmes choses, les mêmes process de tri. C'est juste que c'est appliqué au mail et pas appliqué à tous les autres. Mais du coup, comme c'est une méthodologie sur laquelle je me renseigne en ce moment et que je commence à essayer d'appliquer, j'ai trouvé ça plutôt intéressant de m'apercevoir que j'allais pas devoir apprendre autre chose ou que j'étais pas forcément passé à côté d'un truc magique que je ne connaissais pas. Non, en fait, c'est la même méthode mais appliquée uniquement au mail. Cette semaine, j'ai continué à écouter la campagne Libreté sur la JDR Academy. Toujours un plaisir à écouter, c'est vraiment une bonne équipe, une ambiance qui est toujours au rendez-vous, un jeu qui est vraiment très intéressant. En plus là on arrive sur des épisodes où on voit différentes facettes de l'univers, différentes choses, donc franchement que du bonheur à écouter si vous aimez le jeu de rôle et les actuels plays, donc allez-y. J'ai aussi écouté l'épisode de Relife, Votre temps est infini, et si votre journée était plus longue que vous ne le pensiez, un épisode très très sympa, ça m'a donné envie de lire le livre du coup dont il parle dans cet épisode, histoire de découvrir un petit peu toutes les méthodes et astuces, parce que j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de grimoire avec plein de tips, en tout cas la façon dont il est présenté dans l'épisode, et donc j'ai envie d'aller voir un petit peu ça. Donc voilà, c'est encore un truc sur la pile de livres à lire, aussi appelé pile de la honte, puisque maintenant j'arrive presque à faire des meubles comme ça. Voilà, le jour je joue avec mon fils au Duplo pour faire des maisons, puis le soir je joue avec ma pile de livres pour faire aussi des murs et des maisons. Mais bon, c'est une autre problématique. J'ai écouté aussi l'épisode de TechRonin, débat sur la mode du retour au bureau. Alors j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est un sujet lequel j'entends beaucoup parler au bureau justement, que j'entends beaucoup parler auprès des prestataires et je suis assez d'accord avec eux. Il y a une sorte de pression que je ne comprends pas, surtout après le Covid et les confinements, à retourner au bureau alors que on a quand même réussi à prouver que non seulement ça fonctionnait, qu'on était aussi réactif. Il y a des études qui ont montré que tout ce qui était sur la partie évolution du digital avait pris un boost qui aurait dû être fait sur les 5 à 7 prochaines années. Ça a été fait en 1 an et demi, 2 ans à cause du Covid, donc il y a eu une espèce de flambée énorme en termes de recherche et développement sur les méthodologies digitales, et voilà, et tout ça en distanciel, et ça a fonctionné. Enfin, je veux dire, on a réussi à faire tourner des boîtes, on a réussi à livrer des trucs, on a réussi à... Bon, après, moi, c'est plus facile, je travaille dans l'informatique, mais j'ai eu l'occasion de mettre en place du télétravail pour les gens. J'ai eu l'occasion de mettre en place du télétravail pour des personnes qui ont des métiers qui sont plutôt pas informatisés en fait, comme la gestion qualité pour de la matière, comme de la couture, ce genre de choses. Donc on a quand même réussi à s'arranger pour mettre en place tout ce qui était informatisable du télétravail pour eux. Et tout ce qui n'était pas informatisable, on s'est arrangé pour qu'ils puissent le faire à domicile. On a quand même réussi, je trouve, sur les 2 ans de Covid, à prouver qu'il y avait beaucoup de choses qui fonctionnaient. Et j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre d'où vient cette pression de retour au bureau et de revenir en arrière.
puisque c'est vrai que ça donne vraiment l'impression que les employeurs disent vous savez pas bosser, on sait très bien que vous prenez des week-ends trop longs, quand vous prenez votre télétravail le vendredi, revenez au bureau, on veut contrôler. Alors qu'en fait, pas du tout. Mais bon, enfin pas du tout. Sans doute pas pour la grande majorité des gens. Après, il y a toujours des exceptions, mais est-ce qu'il faut pas mieux cibler ces exceptions que punir tout le monde? Ça, c'est une autre question. Dans les épisodes un peu sympas aussi de podcast et une grosse découverte qui m'a été faite par des amis, c'est le podcast qui s'appelle Deux connards dans un bibliobus. Et notamment un épisode, c'est Harceleur au Laker. Alors c'est un podcast que je ne connaissais pas, qui parle beaucoup de la bibliothèque et donc de la bibliothèque publique, donc de la fonction publique, mais qui là pour le coup aborde le sujet des risques psychosociaux, du harcèlement et explique très bien ce que c'est. Donc il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. Ça permet aussi de se donner un petit peu une grille d'évaluation de ce que vous vivez actuellement au boulot. Et un conseil à retenir de toute urgence de ce podcast, vous allez l'écouter et vous allez me dire si vous aussi vous avez retenu ça, mais le conseil à retenir c'est que non, ce n'est pas normal de se dire que travailler doit être difficile et que travailler doit forcément faire souffrir. On peut être heureux et épanoui et sans souffrance dans son travail, et ça c'est le point le plus important, je pense, que je vais retenir de ce podcast là. Pour continuer, un autre ami m'a aussi fait découvrir autre chose. Alors une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un podcast que j'ai écouté, mais une playlist gérée sur Spotify qui s'appelle Dark Americana Mixed. C'est plutôt agréable, enfin en tout cas moi ça me parle bien, c'est plutôt dans mes goûts. Alors après, est-ce que je vais m'en servir pour la mettre sur les oreilles pour travailler, ou est-ce que je vais pas piocher un petit peu dedans pour certaines parties de jeux de rôle? Je sais pas encore, mais en tout cas j'ai pas encore tout écouté, j'en ai écouté une bonne partie, mais j'ai trouvé ça plutôt plaisant, donc je vous invite à essayer d'écouter, vous me direz ce que vous en pensez, si c'est dans vos goûts ou pas. Et en dernier lieu, ce que j'ai écouté cette semaine, c'est l'épisode 143 de Radio Rolliste sur les émotions. Alors il y a de très bonnes choses dedans, après je suis un peu moins fan de cette nouvelle version de Radio Rolliste, sans com notamment, parce que j'aimais bien la façon dont ils présentaient le podcast, mais bon, ça reste intéressant. Si les présentateurs et les invités pouvaient se présenter un petit peu plus au début de chaque épisode, histoire de pouvoir les resituer, savoir qui c'est, etc. Parce que moi, je suis complètement perdu, il y a plein de gens qui parlent, mais en fait, on a juste un petit peu les pseudos et le reste, ce sont complètement inconnus, on sait pas qui ils sont, est-ce que ce sont les tauliers de l'épisode, ou est-ce que ce sont les invités, enfin, je sais pas. Pour moi, il y a un problème de présentation au début qui fait que je suis un peu perdu quand j'écoute cette nouvelle version. Au niveau des projets personnels, j'ai continué à travailler sur l'organisation de mon PKM. Je vous ai dit, j'ai essayé le plugin Task, j'ai arrêté. Donc avec le plugin Task, j'avais mis le plugin des planeurs pour pouvoir avoir une petite timeline, etc. sympathique sur la côté. Donc j'ai arrêté. Par contre là, ce que j'ai fait et ce que j'ai vu, c'est toute la partie thème et template visuel en fait d'Obsidian. Donc là par contre j'ai trouvé un petit article sympa. J'ai pas fini de le lire encore. Je pense que vous l'aurez la semaine prochaine, mais en tout cas ça m'a permis de pas mal avancer là-dessus, de mettre en forme des choses, de refaire des couleurs, de refaire de la mise en forme de comment on se présente mon logiciel et tout ça. Donc ouais, après c'est faire attention au syndrome de l'objet brillant, parce que c'est vrai qu'on risque de tomber un petit peu dans le jeu et de plus vraiment utiliser le logiciel pour ce qu'il est à la base, c'est-à-dire prendre des notes et moi faire ce podcast et gérer certains projets, mais pour le bidouiller, l'ouvrir, essayer des nouveaux trucs, etc. Donc c'est un peu la problématique dans laquelle il ne faut pas tomber, mais en tout cas là je suis assez content de ce que j'ai réussi à faire, donc je m'amuse bien. J'ai aussi repris mon cadre de jeu pour Monster of the Week, le jeu de rôle qui émule des séries télé façon Buffy, Supernatural ou Scooby-Doo, et notamment le cadre de jeu que j'avais créé sur la Bretagne. Donc j'avais sorti une première version sur le cœur de Bretagne avec 3 grands lieux. J'ai repris un petit peu les retours qui m'avaient été faits, je suis en train de réorganiser un petit peu tout ça. J'avais aussi utilisé du Blue Willow, donc une IA d'image générative pour faire les illustrations. Donc je vais laisser cette version en ligne, mais je vais rajouter et je vais mettre à jour des nouvelles versions qui seront uniquement texte dans un premier temps, pour ne pas enrichir, on va dire, la polémique autour de l'utilisation d'images d'IA génératif dans le jeu de rôle. Moi je l'ai fait parce que je trouvais que ça rendait bien. Ensuite, cette version existe, elle reste disponible, et si vous, donc tout est en pay what you want sur Itch.io. Si vous voulez le prendre, vous pouvez. Si vous voulez prendre la version avec les textes que je vais sortir, ça sera possible aussi. Si vous voulez me laisser quelques euros pour le travail accompli, voilà, de toute façon vous aurez accès à tout, que ce soit la version avec image IA ou full texte, sachant que je décidais de ne pas mettre à jour la version avec IA, je le mettrai à jour
jour que les versions full text, et j'essaierai de trouver sans doute un illustrateur pour faire quelques illustrations et avoir un truc un peu sympa quand même à présenter dans un futur proche, j'espère en tout cas. Et dans les projets, je continue à travailler sur la partie JDR Academy Universe. Et je continue mes petites annonces régulièrement sur les Discord. Donc ça commence à créer des trames, des maillages, ça se rappelle entre elles, etc. Donc ça commence à faire une petite base d'univers qui peut être sympa, donc à voir. Sachant qu'en plus, j'ai appris récemment qu'un jeu de rôle Night Vale était en préparation. Bon, est-ce que ça va pas faire un peu écho? Est-ce que c'est pas des choses que je vais pouvoir reprendre si le jeu de rôle Night Vale est bien et qu'il a une bonne base? Bon, on verra. Sinon, potentiellement, j'accolerai un système et quelques mécaniques de jeu pour jouer directement dans le JDR Academy Universe, et je présenterai ça sur le itch.io de JDR Academy, comme tous mes projets de jeux de rôle que je partage publiquement. Et pour faire une transition justement avec les jeux et le jeu de rôle, j'ai rejoué encore à Dredge. Et oui, cette semaine, j'ai rejoué à Dredge, mais là, je suis triste. Très triste, puisque j'ai fini Dredge. Voilà, j'ai fait 2 fins, j'ai fait quelques trophées, etc. Je ne pense pas continuer à poncer le jeu pour avoir du 100%, etc. parce que c'est pas forcément ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéressait, c'était plus l'histoire et plus voir ce qu'on pouvait faire comme choix à la fin. Pour moi, je suis arrivé au bout du truc. Mais je suis quand même déçu parce que j'ai quand même passé des bons moments, et c'est un jeu auquel, s'il y avait un DLC, un add-on, je dirais pas non pour replonger dedans en tout cas. Et dans les jeux, en termes de jeux de rôle, j'ai lu le DRS de Braceless. Alors DRS pour Document Reference System, comment dire, c'est un peu la base du système, normalement qui est distribué de manière, alors c'était l'OGL, mais toujours avec les problématiques de licence, là c'est peut-être de l'open source, enfin du coup c'est la base du système qui est distribué de manière publique avec les conditions de partage, qui vous dit si vous utilisez le système, merci de me citer de telle manière ou de rajouter le logo, etc., etc. En tout cas, Braceless, c'est un super système. En 2 pages, c'est très court, et pourtant il y a plein de bonnes idées pour faire des jeux super intéressants qui poussent les personnages dans leur retranchement. Alors à la base, c'est fait pour jouer des trucs un peu à la Walking Dead, etc. Donc des films, des trucs un peu série zombie avec une attrition, de la gestion des ressources qui diminue, mais quand même la possibilité d'avoir un coup d'éclat de temps en temps, etc., etc. Et ça m'a déjà donné quelques idées de jeux d'horreur qui pourraient être faits avec Braceless, qui pourraient être sympas. Notamment, je réfléchis à un truc qui pourrait s'appeler Deep Space Rescue Team, qui serait une sorte d'horreur dans l'espace où en fait j'imagine les personnages qui ont tous une dette envers la société, donc soit des anciens repris de justice, soit des personnalités, soit des gens qui se sont retrouvés qui doivent prendre le verre pendant un temps, etc., qui se retrouvent embarqués dans cette team qu'on envoie dans les missions les plus périlleuses et les plus difficiles aux confins de l'univers pour aller répondre aux différents signaux d'aide qui sont envoyés. Donc ça pourrait être quelque chose qui peut être assez sympa. J'hésite encore un petit peu sur le système, mais Braceless pourrait vraiment le faire. Voilà, je voulais remercier tous les auditeurs qui ont interagi avec moi cette semaine, plus ou moins directement. Donc j'ai eu l'occasion de pas mal échanger avec différentes personnes sur Mastodon, notamment avec Anka et aussi avec Papy Polka autour d'Obsidian. Et j'ai eu l'occasion d'échanger avec Chris aussi sur les différents PBTA disponibles en fantasy et en Sword and Sorcery. Donc merci à eux, et n'hésitez pas, on continue nos discussions sur Mastodon. Voilà, si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver donc sur Instagram, sur Mastodon. Normalement, c'est là où j'essaie de traîner le plus souvent. Vous pouvez laisser des commentaires sur les différentes plateformes de podcast, donc Spotify, iTunes, Podcast Addict, voilà. Si le podcast n'est pas disponible dans votre application préférée, n'hésitez pas à me le faire remonter. Comme ça, moi, je ferai le nécessaire pour que ça soit diffusé dans votre application. Et en dernier point, je vous repose la question, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse des vidéos sur Obsidian, sur ma façon de prendre des notes et sur ce que je fais en termes de configuration, de template, d'automatisation, etc. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour la suite. Je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Salut, salut!